bien des drames. Et voilà, c'est une longue histoire. Un homme, Une femme ont forgé la trame du hasard. Comme nos voix, badabada, nos cœurs y croient, badabada, encore une fois, badabada, tout recommence, la vie repart. comme nos cœurs en joie, On fait le choix d'une romance qui passe là. Chance qui passe là. Chance pour toi et moi. Bonsoir. Bien, voici reconstituée la fine équipe, la grande équipe, celle qui fait les succès. Vous, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de succès sans vous. Claude Lelouch, le cinéaste à succès. Je sais bien que cinéaste à succès, c'est une locution à double tranchant, surtout dans la bouche des cinéastes qui n'ont pas de succès. Et puis, on l'a vu à l'instant, les porte-bonheur du film qui a fait votre réputation et, dit-on, votre fortune, c'est-à-dire Francis Lay, votre compositeur préféré, et puis Nicole Croisille. Alors, de qui est ce Dabadabada? Mais vous savez, le dabadabada, c'est quand on répète une chanson dans les séances de travail. Je crois que tout le monde fait dabadabadabada. Et quand on répétait un homme et une femme, on faisait dabadabada. On n'avait pas encore les paroles, mais on avait ça. Et j'ai trouvé ça très très joli. Je veux dire que les séances, les répétitions, comme c'était les premières répétitions de musique que je faisais de ma vie, je trouvais ça très très joli. Et j'ai dit pourquoi on ne le garderait pas. Et Nicole trouvait ça très très bien. Barou aussi, Francis. Alors on l'a gardé. Dans le fond, c'est ce que font toutes les personnes qui font de la musique, mais nous on l'a gardé. Voilà. Bon, alors je vais vous poser une petite question indiscrète et sordide, comme je les aime bien. Si tout le monde fait dabadabada, à qui ce dabadabada profite matériellement? Oui, évidemment, c'est la question que j'attendais, mais eh bien, en l'occurrence, à ceux qui le méritent, c'est-à-dire à Francis Lay, Pierre Barou, Nicole Croisille, votre serviteur. À ceux qui ont fait dabadabada, mais avec Voilà. plus de talent que les autres. Bon, alors, Francis Lay fait vos partitions. On sait mal d'ailleurs comment travaille un musicien de cinéma, en tout cas comment lui travaille. Est-ce qu'il voit 20 fois vos films avant d'écrire ses notes? Je montre jamais les films à Francis pour justement qu'il ne fasse jamais une musique qui soit plaquée à l'image. Vous lui racontez quand même. Alors je lui raconte en détail le film, je lui parle surtout des personnages, surtout des rapports entre les gens, et à partir de cet instant, il écrit une musique qui correspond au même univers, pour que jamais l'image et la musique soient plaquées. Et alors ensuite, il vous apporte la partition et vous en faites ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'après, j'ai la musique avant le tournage du film, et je tourne les 3/4 du film en playback. Bon, je crois que le moment est venu d'expliquer à ceux qui nous regardent ce soir ce que nous faisons, vous et moi, dans cette voiture. Mais peut-être, Oui, oui. il faut dire que les voitures ont joué un grand rôle dans votre vie d'abord, dans vos films ensuite, et surtout les vieilles voitures. Vous aimez les femmes très jeunes et les voitures très anciennes. C'est ça, voilà. Non, j'aime les voitures parce que... D'abord, j'ai toujours eu des voitures au-dessus de mes moyens, même quand ça allait très très mal. Je veux dire, ça a toujours été mon seul luxe. C'est une philosophie, je veux dire, ça a une utilité d'avoir des voitures au-dessus de ses moyens quand on fait du cinéma. Non, mais je m'en suis servi. Je m'en suis servi parce que je me suis aperçu un jour que j'ai réussi une affaire parce que je l'ai traitée dans ma voiture. Si j'avais réussi à traiter la même affaire dans mon bureau, elle ne se serait pas faite. Je me suis aperçu que ça pouvait servir de bureau, que ça pouvait épater des gens.
Alors, je m'en suis un peu servi, j'ai un peu spéculé à l'époque où j'avais pas de... Vous pensez qu'on ne donne pas la même somme à un metteur en scène qui vient dans une toute petite voiture et à un metteur en scène qui descend d'une grosse américaine? Non, vous savez, les gens qui ont de l'argent, ils ont besoin d'être rassurés en permanence, sous quelque forme que ce soit. Alors la voiture les rassurait. Je veux dire que c'est peut-être ce qu'il y a de plus triste, mais c'est vrai. Je veux dire, les gens riches ont besoin d'être constamment rassurés. Alors la voiture les rassure. Ah, je vous ai réservé quelques surprises ce soir et je crois que la première, vous allez particulièrement l'apprécier. J'ai retrouvé votre premier compositeur. Je veux dire, celui qui a précédé Francis Lay au générique de vos films. Je l'ai retrouvé en Provence où il mène une demi-retraite en cultivant ses pommes de terre, en cultivant ses oliviers, et puis des aubergines qui ne doivent rien pour une fois à la préfecture de police. Et ce compositeur qui a fait la partition de votre premier film, enfin du premier qui a marché, c'est Pierre Vassiliou. Alors, vous vous souvenez de ce film? C'était Une fille et des fusils. Une fille et des fusils. Vous en avez fait beaucoup depuis, mais Pierre Vassiliou, lui, continue à penser que c'est votre plus beau film. Enfant roi du bitume fumé, enfant bleu des fumées de la rue, le vieux vent de cette vieille terre attend le beauté de si mauvaises ondes que l'enfant est déchu de son titre de roi. Dégoûté d'antan ou sous les ombrages et le vent, les enfants comblés de tartines hantaient les cuisines pour du chocolat ou des mandarines. Enfant roi, on ne veut plus de toi. Le monde veut des hommes tout de suite. Petit enfant lourd, petit enfant d'eau, on va mettre un moteur en dessous ton berceau. Tu dors dans du plastique, tu bois du lait en bois. Tu n'es plus roi. Enfant, toi, enfant mien, enfant tout, enfant nous, enfant bleu, qui sommeille au doux creux de mes reins. Enfant roi, quand je t'éveillerai, c'est que la terre aura tout fait pour toi.
Ça vous plaît, ce bureau? Vous auriez pu faire mieux, mais enfin, ça... Ah, vous savez, hein, la télévision française a de petits moyens, hein. Mais les producteurs sont généralement plus luxueusement installés. Oui, ils fignolent un peu plus, quoi. Enfin, je veux dire, mais c'est pas important, un bureau dans le cinéma. Enfin, on dit souvent qu'ils sont installés à crédit, alors évidemment... Oui. Enfin, ceux-là, vous avez dû les avoir contents. Non, mais parce que je pense que ça fait partie du standing du producteur, quoi. Une machine à calculer, une machine à écrire, quelques téléphones, même s'ils ne sont pas reliés au réseau. Bon, dites-moi, je ne me suis pas attardé sur vos débuts parce qu'ils avaient été difficiles et puis quelquefois pas très glorieux. Je veux dire, un petit peu de commerce au lycée, des choses comme ça. Je me suis dit, bon, ça n'ajoutera rien à la gloire de Claude Lelouch. En revanche, il a quelque chose que les autres n'ont pas. Il a un album de famille peu commun. Un album de famille, d'ailleurs, comme il fallait l'attendre d'un cinéaste. Un album qui bouge. Alors, je vais vous demander la permission de le feuilleter avec vous. C'est un album où on s'aperçoit que vous avez fait très tôt vos débuts devant les caméras. C'est-à-dire que c'est surtout un album qui doit rendre hommage à mon père, qui était un cinéaste amateur en 1937. Et c'est sûrement à cause de lui et au premier film qu'il a fait. Ça, c'est votre premier téléphone, en tout cas. C'est mon premier téléphone, ça, voilà. Vous étiez un beau bébé pour être uniquement alimenté au téléphone? C'est ça, oui. Enfin, vous avez vraiment la sensation que je le mange, là? Oui. Alors ça, c'est votre première fiancée. C'est ça. C'est peut-être ce jour-là que j'ai eu l'idée d'écrire Un homme et une femme. Et ce jour-là qu'on a eu l'idée de la nouvelle vague. C'est ça. Elle était charmante, d'ailleurs, la première. Oui, elle était plus courageuse que moi. Regardez, là, j'hésite à y aller quand même, hein. Oui, là, j'ai quand même des craintes. Ah, votre première voiture. Oui, enfin, si on veut, oui, c'est ça. Ce qui est très drôle en regardant ça, c'est que j'ai vraiment la sensation de voir l'enfant de quelqu'un d'autre. Mais est-ce que vous êtes né avant 1929? Étant donné que c'est un document qui est muet, on se pose des questions. Alors, puisqu'il faut être précis, 37, voilà. 37, et ça doit être début 38. On sentait déjà la joie de vivre qui devait vous animer plus tard. Oui, c'est pas évident, je trouve pas, oui. Ça, ce sont les premiers pas. C'est vraiment, oui, les premiers pas. Donc, oui, Vous allez changer la roue? Non. Non. Non, soyez Non, prudent. vous ne faites pas d'illusions. Vous regardez si c'est prêt à partir. Ah! Vous étiez déjà un gros fumeur à l'époque. C'est ça, oui. Enfin... Et l'assurance, hein, Mhm. ça sert plus tard. Oui. Enfin, là, je l'avais pas encore, l'assurance. Elle est venue un peu plus tard. Mais... oui. Ah, ça, c'est la première poule. C'est ça, voilà. Eh bien, ce sont des documents qui sont intéressants, bien sûr, puis ça bouge, alors que d'habitude, un album de famille est une chose un peu statique. Mais si vous voulez, ce ne sont pas les véritables documents d'anthologie, à mon sens, parce que vous êtes du côté de la caméra où vous ne deviez pas vous retrouver plus tard. Ce qui me semble très important et quasiment indispensable pour qui écrira l'histoire du cinéma plus tard, c'est ce document où on vous voit réaliser votre premier film, avec votre première caméra. C'est-à-dire que là, vous allez voir mes deux premiers plans en tant que cinéaste, et j'avais comme vedette mon père et ma mère, et je devais avoir 11 ans, je crois. C'est le premier film que vous ayez tourné. Oui, alors là, je suis encore acteur, là. Et mon père va me prêter la caméra pour la première fois de ma vie dans quelques secondes. Il n'avait pas eu encore le courage de me la passer, parce que je cassais tout à cette époque-là. Et alors voilà, je suis sur le point de faire mon premier plan. C'est pas celui-là non plus. Ça, c'est encore un plan de mon père. Voilà, ça c'est le premier plan que j'ai fait de ma vie. Et pour moi, c'est émouvant. Je sais que pour les autres, c'est sûrement très ennuyeux, mais enfin, ça fait rien. Moi, je suis très heureux de revoir ces deux premiers plans. Vous referiez le même cadrage aujourd'hui? Oui, sûrement, oui. Bon, il y a une question que je me suis posée en étudiant votre biographie. Comment se fait-il que vous ayez fini votre service militaire comme deuxième classe, alors que pendant 28 mois, étant au cinéma des armées, vous avez fabriqué à tour de bras des films à la gloire de l'armée? Vous savez, les récompenses, les médailles, les grades, les légions d'honneur, il faut les demander pour les avoir. Alors, moi, j'ai jamais rien demandé de ce côté-là, donc je suis resté deuxième classe. Mais enfin... il y a des gens qui aiment ça et il ne faut pas en prendre. Enfin, c'est pas mon truc, quoi. Quelle devrait être, à votre sens, la durée du service militaire?
Bah, si on aime ça, peut-être toute une vie. Et si on n'aime pas ça, un week-end, quoi, histoire de voir ce que ça donne, quoi. Vous pensez que le service militaire apporte quelque chose à l'homme du XXe siècle? Oui, ça peut lui donner une idée de ce qu'était le Moyen-Âge, quoi. Pourquoi vous n'avez jamais fait de film sur l'armée ou sur les militaires? Pour la même raison, parce que le Moyen-Âge, c'est pas une époque qui me plaît, quoi. Bon, voilà une bonne explication. On aurait très bien pu installer Nicoletta dans ce décor un peu austère et fonctionnel de bureau moderne. Parce que Nicoletta est à la fois une chanteuse et aussi une femme d'affaires. Bon, c'est assez récent, mais c'est prouvé, c'est efficace. Nicoletta fait maintenant ce qui lui plaît. Elle signe des contrats qui n'engagent qu'elle, sans rien demander à personne. Et elle a même décidé de changer sa façon de chanter. Quand tu te crois tout permis, parce que tu vis chez moi. Quand tu te saoules au whisky, pour que tu ne rentres pas. Quand tu fais de l'ironie, et que tu te fous de moi, tu peux sortir de ma vie, je peux me passer de toi. Tant pis pour toi, 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 je veux avant toi, oui, avant toi. Quand tu reçois tes amis, que tu ne me parles pas, quand les filles sont jolies, tu ne parles que de toi. Quand tu dors jusqu'à midi, que tu ne veux pas méchant, tu peux sortir de ma vie, je peux me passer de toi. Tant pis pour toi, tant pis pour toi, tant pis pour toi, je veux. Tant pis pour toi, tant pis pour toi, tant pis pour toi, je veux. Avant toi, oui, avant toi. Quand tu dors jusqu'à midi, ou que tu ne rentres pas, tu peux sortir de ma vie, je peux me passer de toi. Tant pis pour toi, tant pis pour toi, tant pis pour toi, je veux. Tant pis pour toi, tant pis pour toi, tant pis pour toi, je veux. Tableau d'honneur. Pourquoi le tableau d'honneur? Oh, bah pour deux raisons. D'abord parce qu'il est moins fatigant de donner des coups de chapeau que des coups de poing. Et puis ensuite parce que c'est la meilleure façon de vous présenter pour rien des grandes vedettes qui valent très cher. Et on peut dire à cet égard que les tarifs de Sylvia Christel ont considérablement monté depuis Emmanuel, hein? Oui, on peut le dire. Je vous ai connu à une époque où on mettait beaucoup moins de zéro derrière votre nom qu'aujourd'hui. Oui, Je rappelle que vous avez été Emmanuel, parce que ceux qui ne vous connaissent pas habillé ne vous ont peut-être pas reconnu tout de suite. Ah, Seulement, évidemment, ça a une rançon, un succès comme ça, c'est qu'on ne vous propose plus que des rôles du même tonneau. c'est pas tout à fait vrai, parce que
Déjà, j'ai signé des contrats habillés, bon, pour les films habillés. Lorsque... On fait encore des films habillés? Mais dans quel Ah pays? oui, En Laponie? même en France et en Amérique quand même, oui. Et vous préférez les films habillés? Oui, parce que je trouve que ma genre, c'est pas tout à fait le genre sensuel. Je sais pas encore Pourtant, quel ça est ma avait genre, pas mal mais... réussi dans Emmanuel. Oui, mais on sait pas où c'est grave pour moi. Et puis peut-être vous êtes-vous aperçu que dans les films habillés, il y avait plus de texte, on disait plus de choses. Mais il y a moins d'action aussi. Pardon, j'ai pas bien Non, c'est rien, c'est un détail de cinéphile. Alors, il se trouve que dans vos prochains rôles, j'ai consulté un peu tout ce qu'on vous avait proposé, vous allez être successivement l'anti-vierge, une prostituée espagnole et la Madone des Sleeping. Pas mal, ça fait une belle brochette, ça, hein? Enfin, c'est toujours un petit peu... Hein, Mais la à Madone, limite. c'est pas tout à fait un film érotique, c'est Ah, plus non. un film d'aventure. Il y a des grands noms qui participent avec ce film. Par exemple, Lauren Bacall, Ingrid Bergman, Omar Sharif, Michael York. Oui, on ne peut pas déshabiller tout ce monde-là. Non, c'est ça. Alors... non, mais ce sera un film d'aventure. Oui, ah ben, Emmanuel, c'était aussi un film d'aventure, mais il y avait Ah oui, un un S, autre sujet. homo. Quelle est la recette pour faire un film érotique réussi aujourd'hui? La recette? Oui. Vous voulez des chiffres Non, pas la recette des chiffres, mais la Ah. façon dont on s'y prend. Il faut, bon, d'abord une jolie fille, ça va de soi. Même plusieurs, souvent. Hein. Ensuite, il faut un décor un peu exotique. Bon, moi, je suis pas tout à fait experte sur cette région-là. Alors, il faut pas me demander. C'est mieux de demander à mon producteur parce que lui, il sait bien. Bien sûr. Ben, vous êtes devenu très très pudique, je vous félicite, c'est très bien. Et Robert Manuel vous écoutait avec beaucoup d'intérêt parce que lui, il fait un petit peu dans l'érotisme de temps en temps. Bon, n'insistons pas lourdement là-dessus. Non. L'Élysée Montmartre n'a rien Oui, à oui, voir oui. avec des films érotiques. Non, non, bien sûr. Non, Ah non. oui, Bon, c'est vous n'avez pas important. trouvé de costume non plus, c'est pas grave. Mais vous avez de toute façon une excellente manière de vous faire pardonner en publiant un livre de mémoire que tout le monde attendait, parce qu'on s'est dit, un comédien qui a vu tellement de choses, qui a joué tellement de pièces, doit avoir beaucoup de choses à raconter. Et ce livre s'intitule « Qu'allais-je faire dans cette galère ?» Alors je vous demande tout de suite, quelle est la galère? Ben, la galère, c'est peut-être le théâtre, le conservatoire, le mariage, la municipalité, la télévision. C'est un peu l'auberge espagnole. Le lecteur trouve ce qu'il veut trouver dans un texte. Et la galère, ça peut être en effet le théâtre. Alors, il circule beaucoup de gens connus. Certains, d'ailleurs, ont déjà quitté cette vallée de larmes. On rit beaucoup aussi dans ce livre parce qu'il y a des anecdotes très drôles. Ah Je pense ben, à celle où- j'ai souhaité qu'on rie sans arrêt. Oui, Maintenant, sans mon arrêt, but- c'est peut-être beaucoup dire, mais enfin, je veux dire, on rit souvent, ce qui est déjà bien, vous savez, dans un bouquin. Et dans votre bouche, c'est un compliment. Oui, mais enfin, Oui. compliment mitigé quand même. Oui, oui, mais toujours, j'ai bien vous savez, compris, je ne sais j'ai pas bien faire compris. des compliments complets. Alors, il y a une histoire qui m'a paru très très bonne, parce que vous avez joué la comédie un soir, alors que vous n'y étiez pas obligé. Vous étiez extra chez des particuliers. Ah oui, chez les appels. Nous étions avec Robert Hirsch, avec Dolnitz, et nous avons exigé, pour être dans ce dîner, de faire le service. Alors Hirsch était femme de chambre, et Dolnitz et moi, nous étions des extras. Nous avions pris des vestes blanches à la coupole, et nous avons fait tout le service. Et ça, c'est très Et difficile. personne ne s'est rendu compte de rien. Non, à ce moment-là, nous n'avions pas été familiarisés par la télévision. C'était en 48 ou 49. Alors, il y a aussi quelques anecdotes particulièrement savoureuses sur un auteur dramatique, comique, qui a aujourd'hui disparu, qui était Roger Ferdinand, qui a dirigé le conservatoire où vous avez été professeur, et qui était un homme Je suis d'une toujours. distraction extrême. C'était un homme très curieux. Par exemple, un jour, vers 1h de l'après-midi, il quitte le conservatoire, il avait une DS noire, il essaye de démarrer, il ne peut pas. Et il voit qu'il est en panne d'essence. Alors il prend tristement un jerrycan et il s'en va au garage voisin pour prendre 20 litres. Et il n'y avait personne dans les rues, il ne pouvait pas se faire aider. 20 litres, c'est lourd. Alors il voit sa voiture, il dévisse le bouchon, il met les 20 litres. À ce moment-là, la voiture démarre et le chauffeur dit « Merci monsieur, c'est trop aimable à vous. » Ce n'était pas sa voiture, il s'était trompé. Mais une autre fois, il était par exemple dans une file de voitures et il hurlait parce qu'il trouvait que la circulation était fluide à gauche et à droite, mais lui, il ne bougeait pas. Il était dans une station de taxi.
Et comme on ne prenait pas énormément de taxis à cette heure-là, d'un autre côté, chez la reine d'Angleterre, il a prétexté, c'était un samedi soir, à tous ses camarades qui représentaient la Société des auteurs, qu'il fallait se présenter à Buckingham Palace avec des gants blancs. Et ils se sont tous précipités sur des gants blancs, et ils sont tous arrivés avec des gants blancs, sauf lui. Oui. Évidemment, il n'y avait jamais eu de Bien sûr, de ça gants c'est blancs. pas une distraction, c'est un canular. C'est un canular. Il y en a d'autres aussi. Par exemple, à Armenonville, il s'est fait annoncer comme étant Jean-Baptiste Poquelin. Et personne n'a remarqué cette annonce. Il faut dire que si les hommes, en particulier les Français, ne connaissent pas la géographie, ils ne connaissent peut-être pas non plus la littérature. Il y a aussi une anecdote, mais elle est cruelle, parce que, bon, elle établit des rapports curieux entre les vedettes et le public. Une anecdote qui concerne Erich von Stroheim. Elle est rigoureusement authentique. Nous étions aux Tuileries et nous signions, vous savez, pour la deuxième DB, et nous étions avec, d'un côté, il y avait Erich von Stroheim, de l'autre côté, Hélène Perdrière. Alors, vous dire tout ce que disent les gens quand ils passent devant nous. « Oh, tu as vu, est-ce que ses dents sont à elle? Oh, t'as vu, elle a vieilli. Oh, et lui, t'as vu, il a plus de cheveux, etc. etc. » Et puis, nous partons et nous ne pouvions signer que sur des livres officiels de la deuxième DB. Il y a une dame qui se précipite sur Erich von Stroheim et qui dit « Ah, monsieur, vous êtes mon acteur favori. Signez-moi ce bout de papier. » Elle lui tend un bout de papier. Nous partions pour regagner la sortie. Erich von Stroheim dit « Madame, je ne peux pas signer. Je suis obligé de signer sur des livres de la deuxième DB. »« Oh, cher monsieur Stroheim, vous êtes mon acteur préféré. Je vous ai vu dans tous vos films. Je vous a... »« Non, madame, je ne peux pas. Eh ben, fous le camp, sale boche. » Sic transit, Gloria Mundi. Il y a aussi beaucoup de beau monde dans le livre où Moustache raconte sa vie. Il y a Bardot, Chaplin, Zanuck, enfin, vraiment, hein, c'est le gratin. C'est des gens avec qui j'ai vécu. Oui, il n'y a pas de honte à ça, je veux dire, un chien regarde bien un évêque. Mais si vous voulez, on vous découvre une facette supplémentaire. On savait déjà que vous étiez musicien, batteur, comédien, animateur, locomotive, restaurateur, mannequin publicitaire, que sais-je. Oh, je marche à tout. Oui. Alors maintenant, on s'aperçoit que vous êtes mémorialiste aussi. Je suis mémorialiste, c'est-à-dire heureusement qu'il y a le père Guillaume Anoto qui a écrit... Vous a tenu la main. Oui, il m'a tenu la main, c'est-à-dire il a traduit, comme je parle tout le temps argot. Si j'avais continué, ça aurait limité le champ. Mais un jour... Ça tout seul, pardon, je Oui, non, mais très bien, bravo, très bien. bravo, C'est tellement rare aujourd'hui quelqu'un qui écrit ses livres tout seul qu'il fallait le préciser. Seulement moi, c'est moins bien. Mais un jour, vous écrirez seul aussi, vous. Ah, tout de suite après, Ah, oui, oui. j'ai décidé d'écrire un roman tout seul. Ah oui, mais ça, on y prend goût, c'est Ah là là. contagieux. Oh, quel pied de voir son... Alors, si vous voulez, il y a, comme dans le livre de Robert Manuel, beaucoup d'anecdotes piquantes, beaucoup de personnages célèbres qui circulent au fil de ces pages, mais j'ai retenu peut-être à la fin quelque chose de plus inattendu. C'est votre credo en matière politique. On peut le dire ce soir, puisqu'on est entre amis, vous n'avez jamais voté. Bon, et vous n'êtes pas prêt de voter. Non, je suis contre le suffrage universel. Bon, vous avez peur qu'il y ait quelque chose dans l'urne qui vous agrippe les doigts? Non. Non, c'est une question d'équilibre de voix, moi, je trouve. Et pourtant, vous avouez très franchement que vous seriez très sensible aux pompes ministérielles, la voiture à cocarde, les motards. Oui, là, oui, ça serait le pire. Moi, si je faisais de la politique, ça serait pour me faire élire. D'abord sûr, je m'en fous, à gauche ou à droite, ça m'est complètement égal. Mais je voudrais être élu d'abord. Et puis alors, je prendrais la tinette, hop, en avant, les motards, et Orly-Paris, en dérapage contrôlé, l'avenue du Maine, en avant, tous les mecs qui sautent partout. Avec la cocarde allumée, c'est très chouette, j'aime bien. Oui. Ça fait très batte. Alors, vous donnez même des points très précis de votre future action, par exemple en matière de politique scolaire et de politique internationale. Ah oui, la politique scolaire est très simple. Moi, je trouve que l'école a été inventée par les parents pour ennuyer les enfants. Alors, si on laisse que 20% des enfants qui aiment ça aller à l'école, au bout de 3 ou 4 générations, il n'y a plus que 20% de gars qui savent ce qui se passe, 80% totalement suqués à gueux, ils croient tout ce qu'on leur dit. On les fait travailler comme des bêtes et puis on les paye avec des sucettes, des ballons rouges, des trucs comme ça. Voilà, bah c'est donc un Il n'y a livre plus de problème scolaire. qui n'est pas seulement important sur le plan de l'anecdote, mais aussi sur le plan de la pensée moderne. J'ai fait des défoulements dedans. Bon, il se trouve, c'est une coïncidence, que Peter Ustinov, qui écrit tout seul, lui, n'a jamais demandé à personne de lui Pas guider seulement la ça, main mais je protège mon papier contre mon voisin. pour qu'on ne copie pas.
j'ai appris ça à l'école. que vous aussi vous écrivez un livre de mémoire, mais où, contrairement à ces messieurs, vous évoquez la période qui a précédé votre naissance. Oui, c'est la seule période qui m'intéresse vraiment. Je suis un peu comme lui avec ses statuts de Poquelin. Pourquoi? Oh, parce que je n'étais pas là. Alors je suis très intrigué, naturellement, par toutes les choses qui ont précédé. Vous êtes intrigué par la rencontre de vos parents, par exemple? Oui, alors pourquoi un est parti et en plus, la famille de mon père était exilée de la Russie en 1860 et la famille de ma mère a quitté la France pour la Russie au moment de la Révolution française. Ils sont allés dans le contresens, en somme, pour me produire éventuellement. Alors, ça me semble un miracle que je suis là. Non, Une séquence d'erreurs terribles qui sont abouties. C'était dit, dans quelques années, on aura besoin d'un comédien, auteur dramatique, écrivain. Il n'y a pas une minute à perdre, et on les comprend, et on s'en réjouit. Alors, demain soir, vous serez le héros de cette fête annuelle que vous ne manquez jamais, et qui existe en partie à cause de vous, qui est le gala de l'UNICEF, un gala organisé pour les enfants malheureux du monde entier. C'est difficile de présenter ce genre de fête. Oui, c'est toujours très difficile parce que les gens se rencontrent par hasard. Il arrive des avions et parfois ils ne sont pas sur les avions. Personne n'a de contrat finalement. Ils viennent parce qu'ils veulent bien. Oh oui, non, leur générosité est absolument unique et je suis très fier de ma profession, ou même, si j'ose dire, de mes professions à ces moments-là, parce que ce sont tous des volontaires, personne ne prend rien. Mais naturellement, pour des charités, ce sont des gens qui ont d'autres choses à faire. Mais vous aussi, vous avez autre chose à faire et pourtant, vous le faites chaque année. Oui, j'étais tellement profondément choqué quand j'ai appris un chiffre. C'est que les nations du monde dépensent la même somme chaque année sur les enfants qu'ils dépensent sur les armements chaque 2 heures. Ça me semble tellement répugnant qu'on fait vraiment, on est des mendiants en somme, qui fait le travail que les gouvernements doivent faire mais ne font pas. Vous êtes un comédien éprouvé, chevronné, mais quand vous n'avez pas de texte à dire et que vous montez sur une scène, vous êtes gêné? Oui, je suis gêné et j'étais très intéressé de voir que Laurence Olivier, qui est peut-être notre plus grand acteur, il met presque toujours un faux nez quand ce n'est pas nécessaire. C'est pour se protéger? Pour se protéger. Oui. Et si on doit dire quelques mots après le dîner ou chez Philippe Bouvard, on se sent nu, dans un sens. Est-ce que vous seriez un timide par hasard? Je suis un timide, oui. Ça se traduit comment dans la vie quotidienne, cette timidité? Oh, ça peut se traduire par une certaine agression. Je ne pense pas que c'est mon cas parce que je suis trop placide. C'est vrai, c'est vrai que vous avez mis un cornet acoustique dans l'oreille de Beethoven? Pas un cornet, non, une chose absolument moderne. Ah caché, oui, caché en oui. plus, le médecin qui le fait en disant dit vous avez la chance avec votre perruque parce que ça ne va pas se voir. C'est le thème de perruque, la pièce nouvelle qu'on va bientôt jouer à Londres et que j'espère on jouera ensuite à Paris. Vous imaginez que Beethoven n'est plus sourd? Bon, il est sourd, mais il revient et on lui donne un machin. Et tout d'un coup, et tout le monde dit mais qu'est-ce qu'il y a, maître? Il y a une mouche dans la pièce. Oh, ça marche très bien. Alors j'ai beaucoup de confiance. La 5e vedette de ce tableau d'honneur, qui, je m'empresse de vous le dire, ne ressemble absolument pas aux autres, se nomme Samy. C'est une vedette qui a déjà tourné avec Claude Lelouch, que vous découvrirez donc à la rentrée. C'est une vedette très étonnante, très extraordinaire, très insolite, et qui en tout cas n'a pas eu besoin de dialoguiste pour s'exprimer devant les caméras. Bien. Regarde, Samy, tu vas parler à Philippe Bouvard, hein? Tu vas répondre aux questions de Philippe Bouvard, hein? Tu vas répondre aux questions de Philippe Bouvard? Tu veux? Philippe, Samy va vous parler, mais il faut vous mettre là. C'est un chien qui parle. Oui, enfin il parle. Parle à Philippe. Raconte ce que tu lui as fait hier soir. Raconte ce que tu as fait cet après-midi au Bois de Boulogne. Raconte-lui. Raconte. Oui. Non, il n'entend pas, là. Hein. Oui. 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 Ça veut dire qu'il a connu une petite amie cet après-midi au Bois de Boulogne.
Oui. Oui. Vous comprenez, là? Ah oui, parfaitement. Hein? Ah oui, oui, oui. Jamais vous avez interviewé ça. Ah non, jamais. J'en ai Hein? vu des cabots, mais des comme ça, jamais. Dis-lui tout, dis-lui tout. Dis-lui. Plus fort, plus fort. Plus fort, Samy. Il n'entend pas. Plus fort, Samy. Plus fort, Samy. Vas-y, fâche-toi. Dis-lui carrément ce que tu as envie de lui dire, ce que tu m'as dit tout à l'heure. Il vous aime pas tellement. Hein. Vous croyez? Non, non, parce que d'habitude, il parle plus que ça. Vous pensez qu'il ne peut pas me sentir? Il sent que vous allez le piéger. Oui. Oui, oui, vas-y. Oui. Ça, il vous l'a pas envoyé Ah dire. non, ça, alors vraiment. Hein? Vas-y, dis ce que tu m'as dit tout à l'heure à l'oreille. Dis-le moi. Vas-y. Vas-y, dis-le. Non. Oh, il est très Dis-le. gentil. Bravo, Samy. Bon, après un chien aussi intelligent, j'ai un petit peu de scrupule de vous parler de la chanson Idiote, mais puisque c'est devenu un rite de notre rendez-vous du vendredi soir, c'est Pato qui va défendre celle-ci, et il soutient, comme les autres d'ailleurs, qu'il ne s'agit absolument pas d'une chanson idiote, mais d'une chanson sociale, d'une chanson exotique et d'une chanson gastronomique. Tasse de thé, canard laqué, bol de riz, crevettes sautées, c'est la mode, on mange que ça, avec des baguettes en bois. J'y arrive pas, je m'en mêle tous les doigts. Ce truc-là, c'est du chinois, ça m'énerve. Et en plus, j'en vois tout dans les lotus. Si tu veux bien imiter Caradine à la télé, ou t'endors pas sur le soya, le kung-fu c'est pas du yoga. J'y arrive pas, je m'en mêle tous les doigts. Ce truc-là c'est du chinois, ça m'énerve. Et en plus, je retourne dans les lotus. En Chine c'est très rigolo, on n'emploie pas de stylo. Pour s'écrire un petit Mao, il faut prendre un petit pinceau. J'y arrive pas, je m'en mêle tous les doigts. Ce truc-là c'est du chinois, ça m'énerve. Et en plus, j'en retourne dans les lotus. Je suis vraiment très amoureux d'une chinoise aux yeux bleus. Kimono et trucs en soie, bon c'est pas facile d'enlever ça. J'y arrive pas, je m'en mêle tous les doigts. Ce truc-là c'est du chinois, ça m'énerve. Et en plus, on rentre dans les lotus. Je ne vous cache pas, Claude Lelouch, que nous nous sommes demandé, Alexandre Tarta et moi, comment nous allions vous traiter pour la séquence qui va suivre. Est-ce qu'on allait vous filmer à la façon de Lauzet, à la façon d'Antonioni ou tout simplement à la façon de Claude Lelouch? Nous avons opté pour un plus grand dépouillement et je vous propose maintenant une mise en scène anthropométrique. Vous savez comment on les pratique si bien au dernier étage du palais de justice. Alors, je vais vous poser quelques questions, et puis on vous verra, comme on vous voit au Quai des Orfèvres, dans la mesure où on y est invité, c'est-à-dire tantôt de profil et tantôt de face. Vous êtes prêts? Claude Lelouch, est-ce que vous en voulez à la télévision française de s'être très rapidement passé de vos services en 1957? C'était peut-être un bien pour un mal ou un mal pour un bien. Enfin, l'avenir nous le dira. Lorsque vous annoncez le budget d'un film, est-ce que vous jonglez facilement avec les zéros? Oui, d'autant qu'on annonce toujours un budget très supérieur au budget réel. Vous l'avouez? Oui, carrément. Oui. Est-ce qu'il vous est arrivé de perdre de l'argent avec un bon film et d'en gagner avec un mauvais? Oui, bien sûr. Ça veut dire que vous en avez fait des mauvais?
Non, mais vous savez, faire un film public, c'est assez facile. Faire un bon film, c'est très compliqué. Ce qui est très dur, c'est de faire un bon film qui marche. Alors, on peut perdre de l'argent dans les 3 solutions, mais en tous les cas, dans les 2 premières. Et j'ai connu les 3 solutions. Est-ce par esprit d'économie que vous faites tourner votre monteuse, votre attaché de presse, votre maquilleur et vos assistants? Non, tout simplement parce qu'à force de me voir tourner, ils connaissent les défauts et les tics des autres, et comme ça fait des tics et des défauts en moins. Est-ce par modestie que vous n'apparaissez pas vous-même devant vos caméras? Ben ça, vous n'avez pas vu tous mes films, parce qu'il y a certains films où j'apparais. Mais très vite. Non, le premier, j'avais le rôle principal. Ah oui? Il n'a pas marché? Oh, une catastrophe. Bon, on en parlera tout à l'heure. Est-ce par peur du qu'en dira-t-on que vous n'organisez jamais de projection privée avant la sortie de vos films? Non, tout simplement parce que un film, il faut l'offrir, je crois, à ceux pour qui il a été fait. Je veux dire, quand je fais des films, c'est pour une masse de gens. Je ne fais pas des films pour moi. Je veux dire, je suis incapable de faire des choses pour moi. Si j'étais tout seul sur une île, je ne ferais pas de cinéma. Je me bronzerais, mais je ne ferais pas de cinéma. Ce qui me donne l'envie de faire du cinéma, c'est de m'adresser à des gens. C'est un moyen d'expression, et un moyen d'expression, il faut qu'il y ait des gens qui vous répondent. S'il n'y avait, ce qu'à Dieu ne plaise, plus de femmes sur la surface du globe, est-ce que vous feriez encore du cinéma? Ça serait plus difficile parce que c'est le meilleur public, c'est un public disponible. Je veux dire, quand il marche dans une histoire, il marche totalement. La femme arrive à créer des parenthèses fantastiques en matière de spectacle qui fait qu'elle fonctionne formidablement quand une histoire lui plaît. Pourquoi n'avez-vous jamais tourné de western? Ben, ça arrive l'année prochaine. Attendez encore un petit peu et ça va venir. Est-ce que vous prenez comme un compliment ou comme une insulte quand on vous dit que vous faites du cinéma commercial? C'est-à-dire que mes ennemis disent que je fais du cinéma commercial et mes amis disent que je fais un cinéma populaire. Voilà. Est-ce que vous rêvez de posséder vos propres salles de cinéma? Ça serait bien pratique, mais c'est une autre profession, c'est un autre métier que je ne connais pas du tout et qui ne m'intéresse pas. Est-ce que vous êtes agacé quand les gens parlent de vos films sans les avoir vus? Ben oui, mais enfin, ça leur permet des fois de rajouter des choses qui auraient pu être dans le film. Enfin. Est-ce que vous avez un moyen infaillible de savoir, avant de réaliser une affaire importante ou de signer un contrat, si votre partenaire est honnête? Qu'est-ce que vous appelez honnête? Oh, dans le milieu du cinéma, je sais bien que c'est très relatif, mais enfin, je veux dire, quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un qui ne sera pas plus malhonnête que soi. Ben, quand je n'en suis pas sûr, je fais appel à des superstitions qui me renseignent. Par exemple? Exemple, un jour, je ne savais pas s'il fallait vendre un film à un Canadien qui me paraissait suspect, et au dessert, je me suis dit, s'il prend une pêche melba, je lui vends le film. Il a pris une pêche melba, je lui ai vendu le film. Voilà, vous voyez, c'est très, très arbitraire. Oui, mais alors tous ceux qui veulent faire des affaires maintenant et qui vous ont entendu ce soir savent ce qu'il leur reste à faire. Ah, mais je change de dessert à chaque fois. C'est le mot de passe. Bon, je vous demande maintenant de répondre très vite par oui ou par non. Est-ce que vous buvez de l'alcool? Non. Est-ce que vous fumez? Non. Est-ce que vous êtes gastronome? Oui. Est-ce que vous allez dans les boîtes de nuit? Non. Est-ce que vous prenez des vacances? Non. Alors pourquoi vous travaillez? Pour m'amuser. Est-il exact que vous ayez passé quelques jours en prison? Oui. Est-ce que vous pensez que le domaine de la superstition commence là où celui de l'intelligence finit? Tout à fait, c'est la justification des superstitions. Est-ce que vous êtes superstitieux au point de préférer gagner 13 millions que 14? Oui. Ah ben ça, c'est une sacrée superstition. Je vous demande maintenant de soutenir, d'aider et d'encourager Nicole Croisille. Pourquoi? Eh bien, parce que Nicole Croisille a été chantée très récemment en Argentine, qu'elle est tombée en pleine inflation et qu'elle a touché un certain cachet. Or, 2 jours plus tard, et sans avoir dépensé un seul peso, il ne lui restait plus dans son sac qu'un quart du cachet. Je fréquentais alors des hommes un peu bizarres, aussi légers que la cendre de leur cigare. Ils donnaient des soirées au château de Versailles. Ce n'étaient que des châteaux de paille. Et je perdais mon temps dans ce désert doré. J'étais seule quand je t'ai rencontré. Les autres s'enterraient, toi tu étais vivant.
tu chantais comme chante un enfant. Tu étais gai comme un Italien quand il sait qu'il aura de l'amour et du vin. Et moi, pour la première fois, je me suis enfin sentie avec toi. Tu ressemblais un peu à ces terres d'avant où galopaient des chevaux tout blancs. Ton visage était grave et ton sourire clair. J'ai marché tout droit vers ta lumière. Aujourd'hui, quoi qu'on fasse, nous faisons l'amour près de toi. Le temps paraît si court parce que tu es un homme et que tu es gentil, que tu sais rendre belle la vie. Toi, tu es gai comme un Italien quand il sait qu'il aura de l'amour et du vin. C'est toujours comme la première fois quand je suis enfin devenue femme. Résumons-nous. Pour qu'un producteur de cinéma fasse sérieux, il faut donc qu'il ait une grosse voiture et que les traites du véhicule ne traînent pas sur la banquette arrière. Il faut que ses téléphones soient branchés, il faut qu'il ait un beau bureau. Et puis, s'il a une secrétaire belle et blonde, il est préférable qu'il ait du courrier à lui dicter. Alors, je vous pose la question, Claude Lelouch, est-ce que vous avez une lettre en retard? Vous voulez vraiment que je sois plus producteur que metteur en scène? Moi, ça m'amuse de vous voir dans tous vos rôles, et celui-là n'est pas le moins important. Alors vous voulez me voir dicter une lettre à quelqu'un? Ce que vous voulez, je sais pas si vous avez un créancier, qui sait... Oui. Moi, je fais surtout des contrats sur parole avec les gens, comme ça. Mais enfin, si vous voulez que j'écrive une lettre à tout prix, on va envoyer une lettre à la seule personne à qui on puisse en envoyer. On va envoyer une lettre au bon Dieu, vous voulez bien? Ah, une lettre au bon Dieu, comme ça? Bah oui, il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints, je crois. Hein. D'accord. Alors, l'adresse? Le numéro 0.
hein, en Rue de général. Paradis, non? Rue de Paradis, par Bon. exemple, oui. Alors on va lui mettre cher ami. Non, hein, C'est un peu familier, oui. cher maître. Bon, un peu pompeux, ça. Bon, je peux pas mettre cher bon Dieu quand même. Non, Hein. non. Cher ami. Cher ami, je parle souvent de vous quand je tourne mes films, surtout quand je suis en colère. J'ai beaucoup de mal à vous faire prendre au sérieux, et bien que je sache que vous soyez en pleine forme. Hein, voilà. Il y a toujours eu, à mon avis, trop d'intermédiaires entre vous et moi, et il est certain que la meilleure façon pour vous de redorer votre blason actuellement et d'améliorer votre image de marque serait de reprendre la fameuse série de vos miracles. Hein. Je veux dire, Ah oui, donc ça, vous avez tout à fait raison. alors, je vous fais donc 2 suggestions. Je sortirai fin septembre Le Chat et la Souris. Vous voyez ce que vous pouvez faire. Hein. Oui. Oh bah là, Et- le miracle, c'est vous qui le faites. Je veux dire, C'est ça, non, moi, il vaut mieux qu'il m'aide un petit Oui, peu quand oui. même. Ouais. Vous voulez dire qu'il se charge de le lancement de votre film, par C'est exemple. ça, voilà, c'est ce que ça voulait dire. Hein. Oui. C'est ça. Même chose pour Le Bon et les Méchants qui sortira pour Noël. Hein. Et puis, je compte sur vous pour la première. Hein. Et puis, votre disciple dévoué et désintéressé. Voilà. Bon, désintéressé, ça, bon. Alors écoutez, on aurait peut-être pu ajouter à cette lettre curieuse un post-scriptum. On aurait pu remercier aussi le bon Dieu d'avoir remis Jacques Dutronc dans le droit chemin. Dans le droit chemin parce que c'est un garçon tout à fait différent que vous allez découvrir. D'abord, il est devenu en quelques mois une grande vedette de cinéma. Il a refusé tous les rôles qu'on lui proposait, sauf celui que lui offrait Claude Lelouch dans son prochain film. C'est maintenant un garçon méconnaissable, il est gentil, calme, il ne fait plus de blagues, il s'occupe de son fils, il roule très doucement en voiture, il cultive son jardin, il joue aux boules, et tenez-vous bien, il est devenu romantique. Il s'est fait couper les cheveux aussi. Sont les îles enchanteresses, ici ça pue. Poissons séchés, le barbu. Y a des araignées comme qui grimpent dans mon hamac et me sautent sur le colbac. J'y ai connu une déesse crépue couvrait de baisers les pus. Debout sur un tabouret, ma petite pute énamourée me dansait le tabouret. Des mangeaisons violentes, des pupuces, des poux et des dents. Quand de crabes farcis et d'ivresse repus, je m'en allais brisé rompu. Voilà que la dysenterie fait passer toute la nuit à courir les lavatories. Des mangeaisons violentes, des pupuces, des poux et des dents. Disparu l'île enchanteresse a pu. Je viens de lui balancer dessus par simple mesure d'hygiène, vu ses germes pathogènes. Une petite bombe à hydrogène. Adieu petit arborigène, c'est la fin. Puisqu'il existe en plus du Claude Lelouch, metteur en scène et producteur, que j'ai interrogé ce soir, un Claude Lelouch auteur, c'est-à-dire un garçon qui a des idées,
Je vais essayer de les connaître, ces idées. Si vous voulez, ensemble, on va essayer d'écrire les premières pages de ce qui pourra constituer un jour le petit Lelouch illustré, un dictionnaire des idées non reçues, de vos idées. Alors, je vais vous donner quelques mots, et puis je vous serai très reconnaissant de les assortir d'une définition. La femme. Bien là, je l'ai dit déjà dans un de mes films, c'est un homme qui pleure de temps en temps. Voilà. La femme idéale. Elle a un corps de femme, et puis quelques réactions de mec, ça serait pas mal. L'argent. Bien, par les temps qui courent, ça devient de plus en plus la honte des riches. Hein. Les riches. Les riches, ben, je sais pas, mais ils sont sûrement très très forts en calcul, quoi. Le mariage. Ah, ça, on ne peut en parler qu'avec les gens qui l'ont connu de très très près, mais qui l'ont connu. Hein. Le vol. C'est pas mon truc, mais enfin, si on se fait pas piquer, c'est peut-être pas mal, quoi. La politique. Ben, la politique, c'est une façon permanente de compenser les inégalités biologiques de la naissance, par exemple. Ça pourrait être ça, entre autres. Les banques. Ben, moi, quand j'en avais besoin, elles n'étaient pas là. Le jour où j'en avais plus besoin, elles étaient là. Donc, je pense que c'est très, très utile pour les hold-up uniquement, quoi. La bourse. La bourse, je ne suis pas emballé par ça. Enfin, je veux dire, je trouve pas ça très, très bien de spéculer sur le travail des autres. C'est pas bien, non. Il faut perdre à la bourse, c'est bien. Elle tombe, c'est bien. L'adultère. L'adultère, ben, enfin, il y a plusieurs sortes d'adultère. Mais enfin, celui que je préfère, c'est l'adultère qui est un point de repère pour savoir si la femme de votre vie est vraiment la femme de votre vie, quoi. Le théâtre. Ben, il a pas eu de chance le jour où le cinéma est arrivé, mais enfin, ça lui a permis de se renouveler, d'aller beaucoup plus loin. Puis ça donne tellement de plaisir aux comédiens que... Plus qu'au public. À égalité. À égalité. L'infarctus. Eh bien, encore une preuve de l'existence de Dieu. Bon, est-ce qu'il est exact que vous aimiez les femmes beaucoup plus pour leurs défauts que pour leurs qualités? Ça dépend des défauts et des qualités. En tout cas, pour leur mystère. Pour leur mystère, oui, bah, la femme est un mystère. Je veux dire, le maquillage, la mode, le bronzage, les parfums, je veux dire, tout ça, c'est une touche impressionniste qui fait qu'on n'a jamais le point sur une femme. Est-ce que vous avez souvent été, je ne dis pas victime, mais la proie de femmes qui aimaient en vous plus le metteur en scène que l'homme? Bah, quand c'est arrivé, c'était avec des comédiennes qui étaient de très bonnes comédiennes, alors je ne m'en suis pas aperçu. Mais ça a dû arriver. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, une bonne nouvelle que le principal intéressé ne connaît pas encore, puisqu'il bourlingue sur les océans. Isabelle Aubray a décidé de rendre hommage à Jacques Brel. Alors, on connaît Isabelle Aubray, on sait qu'elle n'aime pas les interviews, on sait qu'elle n'aime pas parler d'elle et de sa vie privée, on sait qu'elle n'aime pas tellement le système, mais on sait aussi qu'elle adore son métier. Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres, ils n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux. Chez eux, ça sent le thym, le propre, la lavande et le verbe d'antan. Que l'on vive à Paris, on vit tous en province quand on vit trop longtemps. Est-ce d'avoir trop ri que leur voix se lézarde quand ils parlent d'hier? Et d'avoir trop pleuré que des larmes encore leur perlent aux paupières? Et s'ils tremblent un peu, est-ce de voir vieillir la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui leur dit je t'attends? Les vieux ne rêvent plus, leurs livres sans sommeil, leurs pianos sont fermés. Le petit chat est mort, le muscat du dimanche ne les fait plus chanter. Les vieux ne bougent plus, leurs gestes ont trop de rides, leur monde est trop petit. Du lit à la
soleil, l'enterrement d'un plus vieux, l'enterrement d'une plus laide, et le temps d'un sanglot oublié toute une heure, la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui leur dit je t'attends. Les vieux ne meurent pas, ils s'endorment un jour et dorment trop longtemps. Ils se tiennent la main, ils ont peur de se perdre et se perdent pourtant. Et l'autre reste là, le meilleur ou le pire, le doux ou le sévère. Cela n'importe pas, celui des deux qui reste se retrouve en enfer. Vous le verrez peut-être, vous la verrez parfois en pluie et en chagrin, traverser le présent en s'excusant déjà de n'être pas plus loin, et fuir devant vous une dernière fois la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui leur dit je t'attends, qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui nous attend. Je ne voudrais pas que vous puissiez penser qu'à notre fête de famille, Claude Lelouch soit venu ce soir les mains vides. Il est venu avec deux petites boîtes très secrètes qui recèlent des bouts de films que personne n'a vus encore, mais que vous allez découvrir exceptionnellement maintenant. C'est un film qui ne sera pas projeté avant le retour des grandes vacances. C'est Le chat et la souris. On va retrouver Samy, le chien qui parle, le chien capricieux. On va retrouver Serge Reggiani. Et on va surtout retrouver, dans la séquence que nous allons voir maintenant, une Michèle Morgan qu'on ne soupçonnait pas. D'abord, c'est son retour après 8 années d'absence des studios de cinéma. Et ensuite, grâce à la direction de Claude Lelouch, elle est devenue une actrice comique. Le mot comique est peut-être un peu fort. Disons qu'elle a une gamme d'humour et une façon de jouer moderne que le scénario lui a permis de mettre en évidence d'une façon assez exceptionnelle. Oh, Non. il est doux, il est gentil. Il est bon? Bon. C'est pas... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh, puis ça me fait mal. C'est Je un vais clou. me casser une dent là-dessus. C'est insensé. Vous êtes très mal. Oui, Garçon! Garçon! Venez vite, s'il vous plaît. Incroyable. Incroyable. Je me Allons, suis venez rentré vite. ça à moitié dans la gencive, c'est agréable. Qu'est-ce que c'est, ça, Vraiment. monsieur? C'est un clou, monsieur. Oui, je vois bien. Mais dans un gâteau. Appelez-moi le maître d'hôtel. Je suis maître d'hôtel. Bon, alors appelez-moi le patron. Bien, monsieur. C'est incroyable. Un clou dans un 3 étoiles. C'est insensé. Madame s'est fait un trou dans le Vraiment, palais. non, je me suis fait un trou dans la gencive. Dans la gencive? Dans la gencive. Alors, Sam, je t'interdis de manger des gâteaux. Voilà, va-t'en, que c'est aussi bien comme ça, va. Insensé. Alors, ça vient, oui, ou ça vient pas? Ne riez pas, c'est sérieux. Ne riez pas. J'ai très mal. Sérieuse, très sérieuse. Je peux pas, mais vous me faites faire des trucs. Voilà, vous pleurez. C'est très bien. J'ai Buvez mal. quelque chose. Avec les larmes, c'est très bien. Avec les larmes, c'est très bien. Voilà, voilà. Un gros clou dans un baba au rhum? Quelqu'un est blessé? Je pense pas, non. On verra ça. Voilà, madame. Antoine. Alors vous vous demandez sans doute ce qu'il y avait dans la deuxième boîte. Bon, j'y arrive, je crois que c'est le plus extraordinaire. C'est avant même que ce film, toujours le même, Le chat et la souris, soit sorti, déjà un morceau de cinémathèque et d'anthologie. Ah oui,
Je veux dire, on n'a jamais vu les Champs-Élysées comme ça. Hein. Oui, non, enfin c'est vrai, on a tourné dans les Champs-Élysées à un moment précis où il ne faudrait pas y tourner, c'est-à-dire au moment où il n'y a plus de circulation, pour une scène de cascade qui d'habitude se fait à des heures creuses ou à la campagne. Oui. Quelle vitesse, là? Il y a des passages sur la place de l'Étoile à 150. En pleine journée? En pleine journée. Au milieu des embouteillages? Au milieu, à 6 heures du soir exactement. Bon, ben, je pense que je n'ai pas besoin de vous recommander d'attacher vos ceintures et de vous cramponner. Départ. Contact. Allez, 14 pile, va. Si on met moins de 2 heures, entre le cinéma et la villa aller-retour, je la fais inculper dès ce soir. Allez, passe. Comment ils t'ont dit que c'était, la circulation? Fluide. Toujours le mot pour rire. Alors, Champs-Élysées. Ouais. Avenue Foch. Ouais. Hein? Porte Dauphine, l'autoroute. Ouais. Et après, la bretelle de droite. Dis donc, qu'est-ce qu'il ne fait pas faire, la bonne femme? Elle, oh, dis, je t'ai demandé d'aller vite, mais en respectant le code. Oh. La trouille? J'aurais voulu te voir en 46 avec le gang des tractions avant. Pierrot le fou, Joatia, etc. 8 heures par jour, on faisait dans des bagnoles. Et puis ça, c'était des gars qui savaient tenir un volant, c'est pas comme toi. 46? T'es si vieille que ça? Eh oui, papa. Comment il était, Pierrot le fou? Bah, il était fou. Je t'ai demandé d'aller vite, je t'ai pas demandé de t'arrêter. Dans 20 ans, je pourrais dire, le chat, ça, c'était un mec qui savait tenir un chrono. Eh oui, mon père, tu pourras le dire. Bon, c'est du beau cinéma, mais vous avez dû faire peur à beaucoup de monde le jour où vous avez tourné cette séquence. On a eu une vingtaine de plaintes, oui, de gens qui faisaient de la délation en disant il y a quelqu'un qui va très très vite sur les Champs-Élysées. Et qui relevait le numéro. C'est ça, alors on a eu une vingtaine de plaintes. Enfin, ça s'est arrangé. En tout cas, ça nous vaut de voir enfin, il faut les voir ça sur un grand Champs-Élysées. écran, ça a été fait pour le grand écran. Bien sûr, mais de voir les Champs-Élysées comme jamais on les avait vus, et c'est pas feu Sacha Guitry qui les avait remontés ainsi. Alors, je voudrais dire à ceux qui sont des fidèles de notre rendez-vous du vendredi soir que la semaine prochaine, et pour l'avant-dernière émission de la saison, c'est Tino Rossi qui sera notre invité d'honneur. Et puis, je voudrais, en votre nom à tous, remercier Claude Lelouch. Le remercier d'avoir été le metteur en scène à succès, le producteur estimé et l'auteur qu'il est, mais également d'avoir été lui-même, c'est-à-dire un garçon que ni le succès ni la fortune n'ont changé. Voilà, c'est un phénomène assez rare pour qu'on insiste un petit peu. Bien sûr, il y a des gens qui ont eu beaucoup de succès, mais ils ne sont jamais restés les mêmes.